Qu'est-ce qui a changé en une nuit? Alors que Laure se débat pour comprendre, elle ne réalise pas qu'elle est au centre d'un jeu dangereux. Le monde de Pierre est entouré de secrets, et un ennemi du passé est prêt à utiliser sa plus grande vulnérabilité, la femme qu'il essaie maintenant désespérément de repousser. La distance qu'il impose est sa seule arme, et la douleur de Laure est le sacrifice qu'il est prêt à faire. Préparez-vous à une romance, où chaque regard a une double signification, et où le plus grand acte d'amour peut ressembler à la pire des trahisons. Si vous croyez que les plus grandes histoires d'amour se forgent dans le feu du danger et du sacrifice, alors cette chaîne est faite pour vous. Cliquez sur s'abonner pour rejoindre notre communauté et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. La question du jour est, si vous étiez à la place de Laure, vous battriez-vous pour un homme qui vous a rejeté ou essaieriez-vous de l'oublier? Découvrons ensemble ce qu'elle fera. L'histoire du prix du silence commence maintenant. L'air dans le Penthouse de Pierre Valois était raréfié, non par l'altitude mais par le pouvoir. Laure Martin le sentait dans ses poumons, une pression subtile à chaque bouffée qu'elle prenait, mêlée au parfum de lys frais et de champagne coûteux. Depuis sa position près du mur de verre qui encadrait Manhattan comme une œuvre d'art scintillante, elle observait. C'est ce que font les étudiants en droit. Observer, analyser, chercher la faille dans l'armure. Et l'armure de Pierre Valois était sans faille. Il se déplaçait dans la pièce bondée non pas comme un hôte, mais comme un roi dans sa cour. Des politiciens au sourire répété, des magnats dont les noms étaient chuchotés avec révérence dans le Wall Street Journal, tous gravitaient autour de lui. Pierre, son oncle Pierre, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo et l'avait réconforté après une égratignure au genou. Le souvenir était si bizarre, si dissonant avec l'homme qui se tenait devant elle, qu'un petit sourire involontaire effleura ses lèvres. L'homme qui riait maintenant avec un sénateur avait les cheveux coupés avec une précision militaire, parsemés d'un argenté distingué aux tempes qui ne faisait qu'accentuer son autorité. Son costume, d'un bleu si sombre qu'il en paraissait noir, dessinait ses larges épaules d'une manière qui témoignait d'heures passées au gymnase, pas seulement dans les salles de conseil. Il n'était plus l'ami chaleureux de son père. Il était une force de la nature, et cette force se dirigeait vers elle. Le cœur de Laure fit un bond traître, un coup sourd contre ses côtes qu'elle espérait que le tissu de sa robe de soie pourrait étouffer. Elle lissa sa jupe, un geste inutile, une tentative futile de s'ancrer. « La compagnie vous ennuie, Martin ?» Sa voix était celle d'un baryton suave, un son qui l'avait toujours réconforté, mais qui semblait maintenant porteur d'un courant électrique. Elle se tourna, s'efforçant d'afficher un calme qu'elle ne ressentait pas. « J'admirais simplement votre capacité à faire passer un sénateur pour un stagiaire zélé. » Une lueur d'amusement sincère dansa dans ses yeux bleus, des yeux qui semblaient en savoir plus qu'ils ne le devraient. C'est un talent. Il requiert une combinaison précise de charme et de la menace subtile de détruire sa carrière. Vous l'apprendrez lors de votre stage. Il s'arrêta à côté d'elle, trop près. La chaleur de son corps irradiait et son parfum l'enveloppa. Pas une eau de Cologne envahissante, mais quelque chose de plus intime, un mélange de laine chère, d'ozone de la nuit urbaine, et de quelque chose qui était uniquement Pierre. Laure sentit une rougeur lui monter au cou. « Contrôle-toi », s'ordonna-t-elle. « Mon père a l'air de bien s'amuser », commenta-t-elle, déplaçant son regard vers l'endroit où David Martin, un homme de tweed et de livres, était en conversation animée avec un juge de la Cour suprême. Son père, dans son élément académique, semblait si différent du monde prédateur de Pierre, et pourtant ils étaient les meilleurs amis du monde, la plus grande contradiction de sa vie. « David est ma conscience », dit Pierre, sa voix baissant d'un ton. « Il me rappelle qu'il existe encore un monde où les contrats sont scellés par une poignée de main et où l'honneur a un sens. » Il la regarda alors, et l'intensité de son regard rendit l'air plus dense. « Vous avez ses yeux, des yeux qui croient encore en la justice. » Il marqua une pause, son regard balayant son visage. « Mais vous avez l'esprit d'un requin, Laure. J'ai lu votre thèse sur les OPA hostiles. C'est brillant et impitoyable. » Le compliment la frappa de manière inattendue, plus puissant que n'importe quelle flatterie bon marché. Il la voyait. Pas comme la petite fille de David, pas comme une jeune femme de 21 ans à une fête d'adultes. Il voyait son esprit. « L'impitoyable est la langue que le monde des affaires comprend, » répondit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru. En effet, l'ombre d'un sourire effleura ses lèvres, mais n'atteignit pas ses yeux. Il y avait là une mélancolie, une lassitude que les lumières vives de la ville ne pouvaient cacher. Il leva la main
et pendant un instant à couper le souffle, Laure crut qu'il allait toucher son visage. Au lieu de cela, il glissa une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille. Le frôlement de ses doigts sur sa peau fut comme une braise, bref, mais laissant une marque de chaleur. « Venez, dit-il doucement. L'air ici est vicié par la politique. J'ai besoin de respirer. » Il n'attendit pas de réponse. Sa main se posa au creux de son dos, un geste possessif et directif qui lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. Il la guida à travers la foule, les gens s'écartant devant eux comme la mer s'était ouverte pour Moïse. Il ne demandait pas le passage. L'espace cédait simplement à sa présence. Ils sortirent sur la terrasse. Le rugissement de la ville en contrebas était un bourdonnement constant, mais ici le vent froid était pur et vif. Laure enroula ses bras autour d'elle, plus à cause du tumulte de ses émotions qu'à cause du froid. Pierre retira sa veste et la posa sur ses épaules. Le tissu était encore chaud de son corps et portait son odeur. Elle se noya dans cette sensation, un mélange de confort et de danger. Qu'ils restèrent silencieux un long moment, observant les veines de lumière que formaient les avenues de New York. Le silence n'était pas gênant. Il était lourd, chargé de toutes les choses non dites au fil des ans. « Vous êtes devenue une femme extraordinaire, Laure, » dit-il enfin, sa voix dénuée de son ironie habituelle. C'était un son brut, vulnérable. « J'ai eu de bons exemples, » répondit-elle, la gorge sèche. « Votre père est un homme bon, le meilleur que je connaisse. » Il se tourna pour lui faire face, leur corps à quelques centimètres l'un de l'autre. La lumière de la ville sculptait son visage en ombre et en angle dur. « Je ne le suis pas. » Son cœur battait la chamade. « C'est de la folie. C'est mal. C'est le meilleur ami de ton père. » Les mots résonnaient dans son esprit, un faible mantra contre la vague de désir qui la consumait. « Je ne crois pas ça, » murmura-t-elle. « Vous devriez. » Ses yeux sondèrent les siens et elle y vit une bataille en cours, une bataille qu'il était en train de perdre. « Mon Dieu, comme vous devriez. » Et puis, il combla la distance. Ce ne fut pas un mouvement précipité. C'était une reddition délibérée. Sa main se leva pour lui prendre le visage, son pouce caressant sa joue, la pulpe rugueuse de son doigt envoyant des étincelles à travers tout son corps. Il se pencha, et le monde de Laure se réduisit au millimètre d'espace entre leurs lèvres. Le baiser, quand il vint, ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Il n'était pas tendre, il n'était pas hésitant. C'était un baiser de faim, d'années de sentiments refoulés se libérant en un torrent. C'était le baiser d'un homme qui savait exactement ce qu'il voulait et se détestait pour cela. Ses lèvres étaient fermes, exigeantes, et elle répondit avec la même urgence, ses doigts agrippant le tissu de sa chemise. Ce n'était pas un baiser de oncle Pierre, c'était le baiser d'un homme. Un homme qui la revendiquait, la brisait et la refaçonnait en un seul acte. Son goût, un mélange de whisky et de quelque chose de plus sombre, de plus complexe, l'inonda. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. Le vent fouettait autour d'eux, mais Laure ne sentait que la chaleur de son corps, le son de sa propre respiration saccadée. Les yeux de Pierre étaient sombres, orageux. La bataille était terminée, et il s'était complètement rendu. Sans un mot, il lui prit la main. Ce n'était pas une suggestion, c'était une décision. Il la conduisit hors de la terrasse, de retour dans la chaleur du penthouse, dépassant des invités qui semblaient être des silhouettes floues et sans importance. Chaque pas à ses côtés était un choix conscient, un pas qui l'éloignait de la jeune fille qu'elle avait été et la menait vers quelque chose connu et de terrifiant. La porte de ses appartements privés se referma avec un déclic feutré, un son final qui scellait le monde extérieur, les laissant seuls avec les conséquences de ce qu'ils venèrent de commencer. Quelques heures plus tard, dans la pénombre de la chambre, Laure observait le rythme régulier de sa respiration. L'adrénaline s'était estompée, laissant derrière elle une clarté vertigineuse. Elle traça la courbe de son épaule du bout du doigt, la peau chaude et vivante sous son toucher. Elle devrait ressentir de la culpabilité. Elle devrait ressentir de la peur. Au lieu de cela, elle ressentait un sentiment écrasant d'appartenance. Comme si une pièce de son univers, qui avait toujours été mal placée, venait enfin de s'emboîter. Mais quand elle regarda son visage, même dans son sommeil, la paix n'y était pas. Sa mâchoire était crispée, une petite ride de souci gravée entre ses sourcils. Il n'était pas un conquérant victorieux, c'était un homme tourmenté. Et Laure, dans son euphorie, ne vit pas que sa reddition n'était pas la fin de la bataille, mais simplement le début d'une guerre bien plus dangereuse. Une guerre dont elle venait de devenir la victime la plus vulnérable.
La première lueur du matin se glissa par l'interstice des lourds rideaux de soie, une lame pâle et grise tranchant l'obscurité intime de la pièce. Laure cligna des yeux, le sommeil la quittant lentement, laissant derrière lui les traces d'un rêve fiévreux dont elle réalisa, avec un délicieux frisson, qu'il avait été réel. Le corps à côté d'elle était immobile, mais elle pouvait sentir la chaleur qu'il dégageait, une présence solide et réconfortante dans le cocon des draps de coton égyptien. Elle se tourna avec précaution, voulant mémoriser chaque détail de lui dans cet état de vulnérabilité, la façon dont ses cils sombres se courbaient contre sa peau, l'ombre d'une barbe qui avait si agréablement effleuré sa peau, la force contenue dans sa poitrine nue qui se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. Son odeur était partout, sur l'oreiller, sous sa tête, sur sa peau, dans l'air même qu'elle respirait. C'était l'odeur de la nuit dernière, l'odeur de la reddition. Un sourire sincère et spontané fleurit sur ses lèvres. Pour la première fois, le gouffre entre le oncle Pierre, de son enfance, et l'homme à ses côtés semblait avoir disparu, remplacé par une connexion si profonde qu'elle lui tordait les entrailles. Elle leva la main, hésitant un instant, avant de repousser doucement une mèche de cheveux de son front. Le geste suffit. Les yeux de Pierre s'ouvrirent. Il n'y eut pas de clignement endormi de quelqu'un qui se réveille. Ce fut instantané. Un moment il dormait. Le suivant il était pleinement éveillé, et les yeux qui rencontrèrent les siens n'étaient pas les yeux orageux et passionnés de la nuit précédente. Ils étaient froids, analytiques, comme s'il regardait une étrangère dans son lit. Le sourire de Laure vacilla et mourut. La chaleur dans sa poitrine fut soudainement remplacée par un nœud de glace. « Pierre » murmura-t-elle, sa voix fragile. Il s'assit, le drap glissant le long de son torse musclé, sans la moindre trace de l'intimité partagée quelques heures plus tôt. Il ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur un point invisible, sur le mur opposé. Le silence s'étira, devenant une chose physique et oppressive dans la pièce. C'était le silence d'une salle d'audience avant qu'un verdict ne soit lu. Finalement, il se leva, marchant vers l'armoire avec une fluidité qui l'effraya. Chaque mouvement était délibéré, contrôlé. Il prit une robe de chambre en soie bleu marine et la passa, nouant la ceinture d'un coup sec. C'était une armure qu'on remettait en place. « Habille-toi alors », dit-il, sa voix dénuée de toute émotion. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Le nœud de glace dans l'estomac de Laure se resserra. Elle s'assit, ramenant le drap jusqu'à son menton, se sentant soudainement nue et exposée d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie de toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Il se tourna alors vers elle. La lumière du matin illuminait maintenant pleinement son visage, et il n'y avait aucune trace de passion ou de tourment. Il n'y avait qu'une distance glaciale, un masque de contrôle impénétrable. « Ce qui se passe, commença-t-il, sa voix aussi tranchante et précise qu'un scalpel, c'est que nous allons analyser les faits. Fait numéro 1, ce qui s'est passé la nuit dernière était une rupture de contrat fiduciaire avec ton père, mon meilleur ami. Fait numéro 2, c'était une colossale erreur de jugement de ma part, alimentée par trop de whisky et trop peu de bon sens. Chaque mot était un coup physique. Laure sentit l'air lui être coupé. Une erreur, Pierre, ce n'était pas une... Ne m'interromps pas. L'ordre fut si sec qu'elle se tut instantanément. Fait numéro 3, c'était un précédent qui ne peut et ne sera pas répété. Il n'y a pas d'appel, la décision est finale. Il croisa les bras sur sa poitrine. Une posture de pouvoir, de clôture. Affaire classée. Affaire classée. L'expression, tirée directement de son propre lexique, était utilisée comme une arme pour l'humilier. Il ne la rejetait pas comme une amante, mais comme un procès gênant qui avait été réglé. La douleur était si vive, si écrasante, que pendant un moment elle ne put plus respirer. Des larmes lui brûlèrent les yeux, mais l'étudiante en droit en elle refusa de les laisser couler. Pleurer, c'était admettre sa défaite. Elle força ses jambes à bouger, sortant du lit du côté opposé, gardant le drap enroulé autour d'elle comme un fragile bouclier. Elle trouva sa robe froissée sur le sol et la ramassa, la soie fraîche contrastant vivement avec sa peau brûlante. « C'est tout alors ?» Sa voix sortit tremblante, mais elle la força à se raffermir. « Tu m'utilises et puis tu me congédies avec du jargon juridique ?» Ses yeux brillèrent d'une lueur qui aurait pu être de la douleur, mais elle disparut si vite qu'elle crut l'avoir imaginée. « Ne sois pas mélodramatique, Laure. Nous sommes tous les deux des adultes. On s'est laissé emporter. Ça arrive. »« Va avec toi, » rétorqua-t-elle, la colère commençant à monter à travers le choc.
Tu ne fais rien sur le moment. Chacun de tes mouvements est calculé, y compris celui-ci. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire, la seule fissure dans sa façade d'indifférence. Tu me prêtes trop de crédit. Maintenant, s'il te plaît, habille-toi. Je vais demander à un chauffeur de te ramener chez toi. L'humiliation finale, être expédiée comme un colis. Elle s'habilla en silence, ses mains tremblant tellement qu'elle avait du mal à fermer la fermeture éclair de sa robe. Elle ne le regardait pas, ne le pouvait pas. Chaque seconde dans cette pièce était une torture. Son odeur, qui l'avait autrefois réconfortée, l'étouffait maintenant. Quand elle fut enfin prête, elle se dirigea vers la porte, n'osant pas regarder en arrière. Lors, sa voix l'arrêta. Elle se figea, une stupide étincelle d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Il va s'excuser, il va dire qu'il ne le pensait pas. Elle se tourna lentement. Il se tenait près de la fenêtre, une silhouette se découpant contre la ville qui s'éveillait. « Oublie ce qui s'est passé », dit-il, et la finalité dans sa voix éteignit pour toujours cette dernière étincelle d'espoir. « Pour le bien de mon amitié avec ton père, pour ton propre bien, pour ton propre bien. » La phrase flotta dans l'air, énigmatique et vaguement menaçante. Laure ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête d'un mouvement bref et rigide, puis elle ouvrit la porte et sortit, la refermant derrière elle avec un déclic qui fit écho au bruit de son cœur qui se brisait. La traversée de l'appartement silencieux fut une marche de la honte. Elle passa devant le salon où les derniers invités étaient partis des heures auparavant, l'odeur de champagne éventé et de fleurs fanées flottant dans l'air. La fête était finie, de toutes les manières possibles. Dans l'ascenseur privé, alors qu'elle descendait de 60 étages dans un silence étourdissant, elle s'autorisa à s'effondrer. Les larmes vinrent enfin, chaudes et silencieuses, traçant des chemins sur son visage. Mais sous la douleur, une nouvelle émotion commençait à se former, froide et dure comme un diamant. Ce n'était pas seulement un chagrin d'amour, c'était de la fureur, et plus que cela, c'était de la suspicion. Pierre Valois n'était pas un homme mu par le regret ou la culpabilité, c'était un stratège. Son rejet n'avait pas été un acte émotionnel, c'était une manœuvre tactique. La froideur, les mots calculés, la distance, tout était délibéré, conçu pour infliger une douleur maximale et créer la plus grande distance possible. La question n'était pas de savoir s'il mentait, c'était pourquoi. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, sur le hall en marbre, Laure essuya ses larmes du dos de sa main. Le portier lui fit un signe de tête respectueux, alors qu'une berline noire aux vitres teintées s'arrêtait au bord du trottoir. Le chauffeur de Pierre. En montant dans la voiture, l'esprit de Laure était déjà en action. Son cœur était en miettes, mais son esprit, l'esprit que Pierre avait loué comme impitoyable, était plus vif que jamais. Elle n'était pas une affaire classée. Elle était l'accusation. Et le procès de Pierre Valois ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un brouillard d'humiliation silencieuse. Laure traversait sa vie comme un automate. Elle assistait aux cours, ses doigts volant sur le clavier de son ordinateur portable, transcrivant des conférences sur le droit des contrats et la responsabilité civile, tandis que son esprit rejouait chaque mot, chaque regard, chaque contact de cette nuit en boucle infinie. C'était une forme de torture auto-infligée. Elle disséquait le souvenir comme un avocat disséquerait un témoignage, cherchant le mensonge, l'incohérence. Son père, David, remarqua le changement. Elle était silencieuse, une ombre planant à la périphérie de sa vision. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-il un soir alors qu'elle poussait la nourriture dans son assiette sans appétit. « Tu sembles distante. Le stage te submerge ?» Laure ressentit une pointe de culpabilité. L'innocence dans la question de son père était presque insupportable. « Non, papa, c'est juste beaucoup de matière à absorber. Les partiels approchent. » C'était un faible mensonge, mais il l'accepta, ses yeux bienveillants remplis d'une préoccupation paternelle, pas de suspicion. La facilité avec laquelle elle lui mentait laissa un goût amer dans sa bouche. C'était la première goutte du poison de Pierre qui s'infiltrait dans sa vie. Le plus dur était d'entendre son nom. David le mentionnait nonchalamment comme il l'avait toujours fait. « Pierre a appelé aujourd'hui, il t'embrasse. » Ou « Je joue au golf avec Pierre samedi. » Chaque mention était comme une pression sur la plaie ouverte. Elle apprit à garder un visage impassible, à hocher vaguement la tête, tandis qu'à l'intérieur, elle se désagrégeait. Elle se détestait pour cette faiblesse. C'est un jeudi après-midi pluvieux, une semaine après le rejet, que la première anomalie apparut.
Laure quittait la bibliothèque de l'université, le col de son manteau relevé contre le vent mordant qui s'engouffrait dans les rues de Manhattan. La pluie tombait en rideaux gris, transformant les lumières de la ville en flou impressionniste. Elle ouvrit son parapluie et se dépêcha vers la station de métro, la tête baissée, perdue dans ses pensées sur une affaire de responsabilité du fait des produits. Elle était à un demi-pâté de maison de la station quand c'est arrivé. Une berline noire du genre omniprésent dans la ville accéléra soudainement, déviant de sa voie et montant sur le trottoir mouillé. Les pneus sifflèrent sur le béton, projetant une vague d'eau sale. Laure se figea, son cerveau enregistrant le danger une fraction de seconde trop tard. La voiture fonçait droit sur elle. Il n'y eut pas le temps de crier. Le monde bougeait au ralenti. Les phares brillants, la calandre noire de la voiture ressemblant à une bouche affamée, le rugissement du moteur. Puis, une force la percuta sur le côté, un impact solide et implacable. Elle fut projetée à terre, son parapluie s'envolant de sa main. Elle atterrit durement sur le sol humide et impitoyable, l'air chassé de ses poumons dans un halètement douloureux. La berline passa à toute vitesse à l'endroit exact où elle se trouvait, une seconde auparavant, sans même ralentir, avant de retourner dans la rue et de disparaître dans la circulation. Pendant un instant, tout ce que Laure put entendre fut le son de son propre cœur battant follement dans ses oreilles et la pluie tambourinant sur l'asphalte. « Tout va bien, mademoiselle Martin ?» La voix était calme, professionnelle. Laure cligna des yeux pour chasser la pluie et leva les yeux. Un homme était accroupi à côté d'elle, vêtu d'un costume sombre et pratique, une oreillette discrète dans une oreille. Il l'aidait à s'asseoir. Ce n'était pas un bon samaritain au hasard. Il y avait une aura de compétence et d'entraînement chez lui. « Je crois, oui, » balbutia-t-elle, tout son corps tremblant d'adrénaline. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Un conducteur imprudent, » dit l'homme, son expression neutre. « Vous avez eu de la chance. » Mais ses yeux scannèrent la rue dans la direction où la voiture avait disparu, et il n'y avait aucune chance dans son regard. Il y avait une évaluation de la menace. Il l'aida à se relever. Ses jambes étaient en coton. Sa hanche lui faisait mal là où elle était tombée. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, son esprit rattrapant enfin le choc. « Je m'appelle Jones » dit-il simplement. Il ramassa son parapluie par terre et le lui tendit. « Monsieur Valois a demandé que je garde un œil sur vous pendant quelques jours. Juste une précaution. » Les mots la frappèrent avec plus de force que la chute. Monsieur Valois, le nom formel, la distance. La confusion initiale de Laure se cristallisa en une fureur froide. Une précaution contre quoi? Les conducteurs imprudents. Le sarcasme dans sa voix était mordant. Jones ne mordit pas à l'hameçon. Sa loyauté allait clairement à son employeur. « Je suis ici pour assurer votre sécurité. Je vais vous raccompagner chez vous. » Ce n'était pas une offre, c'était un constat. Silencieusement, tremblant de froid et de rage, Laure le laissa la raccompagner jusqu'au métro, puis jusqu'à la porte de son appartement. Il gardait une distance respectueuse, mais sa présence était un rappel constant et suffocant de Pierre. Dès que la porte fut fermée, elle s'appuya contre elle, son cœur battant toujours la chamade. « Pour ton propre bien ». La phrase énigmatique de Pierre avait maintenant un contexte terrifiant. Ce n'était pas un accident. La voiture l'avait ciblé, et Pierre le savait. Il connaissait un danger, et au lieu de la prévenir, au lieu de lui faire confiance, il l'avait repoussée et avait placé un garde du corps dans son ombre. La douleur du rejet se transforma en quelque chose de plus vif, de plus dangereux, l'insulte. Il ne pensait pas seulement qu'elle était une erreur, il la pensait faible, incapable de gérer la vérité, un pion à protéger et à déplacer sur son échiquier sans qu'elle le sache ou y consente. La colère lui donna un but. Elle alla chercher son téléphone dans son sac mouillé, ses mains tremblant encore. Elle trouva son numéro, un numéro qu'elle connaissait par cœur depuis l'enfance. Son pouce plana sur le bouton d'appel. « Ne sois pas mélodramatique, Laure. » Sa voix résonna dans son esprit, froide et dédaigneuse. Elle appuya sur le bouton. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Elle faillit raccrocher, la peur et le doute l'envahissant, puis il répondit. « Valois. » Le salut était abrupt, professionnel. « Pourquoi tes gardes du corps me suivent-ils, Pierre ?» lança-t-elle sans préambule. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Elle pouvait l'imaginer dans son bureau au sommet du monde, sa mâchoire se crispant. Le silence s'étira, chargé d'électricité. « Où es-tu » demanda-t-il finalement, sa voix tendue. « Ne change pas de sujet. Une voiture a failli me renverser. »
Ton chien de garde m'a bien opportunément sauvé. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» À l'autre bout du fil, Pierre se leva de son fauteuil en cuir, se tournant vers la fenêtre qui surplombait la ville. Sur son écran d'ordinateur se trouvait l'image figée d'un homme d'âge mûr, aux yeux froids et cruels. Roman Petrov. Un rappel constant de la dette de sang qui n'avait pas encore été réglée. « C'est juste une précaution, » dit-il, sa voix d'une glace soigneusement contrôlée. Il avait besoin qu'elle croie au mensonge. Il avait besoin qu'elle le déteste, parce que la haine la garderait en sécurité. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu quelques agressions près de ton université. » Le mensonge était si transparent, si insultant dans sa simplicité, que Laure laissa échapper un rire sans joie. « Des agressions, bien sûr. Tu me crois vraiment stupide à ce point. »« Je pense que tu surréagis, » répondit-il, chaque mot tordant le couteau dans la plaie. « Écoute, Laure, j'apprécie ta préoccupation, mais je suis occupé. Reste loin de moi, c'est pour ton propre bien. » Et sur ce, il raccrocha. Laure fixa le téléphone dans sa main, le son de la ligne morte bourdonnant à son oreille. « Reste loin de moi. » Ce n'était pas une demande, c'était un avertissement. Elle laissa tomber le téléphone sur la table. Les tremblements avaient cessé. La peur s'était solidifiée en détermination. La douleur dans sa hanche était un rappel physique et lancinant que tout cela était réel. Elle alla à son bureau, son cerveau en ébullition, les pièces commençant à s'emboîter. Ce n'était pas un drame romantique, c'était autre chose, quelque chose de dangereux. Il ne la laisserait pas entrer, alors elle défoncerait la porte. Elle alluma son ordinateur portable, la lueur de l'écran illuminant son visage déterminé. Elle n'était plus une victime au cœur brisé. Elle était une étudiante en droit avec une question à résoudre, une affaire à monter. Dans la barre de recherche, elle ne tapa pas sur les cœurs brisés ou les amours interdites. Elle tapa les mots que son instinct lui disait être la clé. Pierre Valois, Valois Capital, OPA hostile, litige. Elle appuya sur Entrée et commença à creuser. Les heures se dissolurent dans un bourdonnement de caféine et de concentration unique. La pluie battait contre la fenêtre de l'appartement de Laure, un rythme régulier et sombre qui servait de bande sonore à sa descente dans le terrier du lapin de la vie professionnelle de Pierre Valois. Pour n'importe qui d'autre, l'écran de son ordinateur portable serait un paysage aride de rapports annuels, de dépôts à la SEC et d'articles de Bloomberg. Pour Laure, c'était un champ de bataille et elle apprenait à lire les cicatrices. Elle ignora les gros titres sur la philanthropie de Pierre, les profils de Forbes qui le peignaient comme un Midas des temps modernes, un visionnaire qui transformait les entreprises mourantes en or. C'était la façade, l'armure polie pour le public. Elle cherchait les fissures, les histoires chuchotées dans les petits caractères de la finance. Utilisant son accès privilégié à la base de données juridiques de l'université, un privilège dont elle n'avait jamais été aussi reconnaissante, elle plongea dans les litiges, le cimetière où les réputations commerciales allaient mourir. Il y en avait des dizaines, le coût inévitable des affaires à son niveau. Mais un nom revenait sans cesse dans des cas d'acquisition particulièrement brutales, Tverskaya Corp. Ce n'était pas une affaire célèbre, mais elle avait été sordide. Valois Capital avait acquis Tverskaya, une société de logistique de taille moyenne avec des liens européens, dans le cadre d'une OPA hostile qui avait laissé la direction d'origine en ruine. Les articles de l'époque parlaient d'une bataille de procuration, d'actionnaires trahis et finalement d'une liquidation qu'un analyste anonyme avait qualifiée de prédatrice. Pierre avait acheté l'entreprise, vendu ses actifs les plus précieux, route maritime, entrepôt, contrat, et laissé la carcasse derrière lui. C'était un coup impitoyable, brillant, et à la frustration de Laure entièrement légal. Il avait exploité chaque faille, chaque clause ambiguë, avec la précision d'un chirurgien. Mais Laure ne s'intéressait pas à la légalité. Elle cherchait le facteur humain, la blessure que l'argent ne pouvait guérir. En plongeant dans les dossiers du tribunal, les pièces jointes poussiéreuses et les listes d'actionnaires, elle le trouva. Un nom enfoui dans la paperasse, répertorié comme l'un des partenaires silencieux qui avait le plus perdu dans l'effondrement, Roman Petrov. Le nom la fixait depuis l'écran de l'ordinateur portable. Il ne signifiait rien pour elle, mais son instinct, celui qui faisait d'elle une étudiante en droit prometteuse, vibrait comme un fil à haute tension. C'était l'épicentre. Elle le sentait. C'était le nom qui ne cadrait pas la pièce d'un autre puzzle. Elle passa les heures suivantes à construire un profil. Roman Petrov, un ancien opérateur de la pègre moscovite
qui était devenu respectable dans les années 90, investissant dans tout, de la navigation à l'immobilier. Il y avait des rumeurs de liens avec la Bratva, la mafia russe, mais rien n'avait jamais été prouvé. C'était un fantôme avec une traînée d'argent et d'ennemis. Les articles le décrivaient comme un homme qui voyait les affaires non pas comme un échange de valeurs, mais comme une guerre à somme nulle. Pour qu'il gagne, quelqu'un devait perdre. Et dans l'affaire Tverskaya, il avait perdu de façon spectaculaire. Pierre Valois l'avait financièrement détruit, l'humiliant sur la scène mondiale. La pièce manquante était le pourquoi. Pourquoi maintenant? L'affaire Tverskaya datait de près de 5 ans. Les hommes comme Petrov n'attendaient pas aussi longtemps pour se venger, à moins d'attendre l'occasion parfaite, à moins que quelque chose n'ait changé. Qu'est-ce qui avait changé dans la vie de Pierre récemment? La réponse la frappa avec la force d'un coup de poing dans le ventre, lui coupant le souffle. Elle, leur nuit ensemble, avait-ce été si public, si évident? Le simple fait qu'ils aient quitté la terrasse ensemble, sa main sur son dos, pour un observateur entraîné, un ennemi cherchant une faiblesse, cela aurait pu suffire. Elle, la fille de son plus vieil et meilleur ami. La vulnérabilité parfaite. Elle avait besoin de plus de contexte, de quelqu'un qui comprenait la mentalité de ces hommes, sans savoir qu'ils décrivaient le danger dans lequel se trouvait sa propre fille. Le samedi, pendant le brunch, elle prépara le terrain avec le soin d'un avocat interrogeant un témoin hostile. « Papa » commença-t-elle, poussant un morceau d'omelette dans son assiette, sa faim un lointain souvenir. « Je travaille sur une étude de cas pour le cours d'éthique, un scénario hypothétique. » David Martin baissa son journal, lui accordant toute son attention, ses yeux remplis de cette chaleur paternelle qui semblait soudain si fragile alors. « Oh, dis-moi. Il s'agit d'un PDG, disons, du genre impitoyable. Il y a des années, il a battu un rival dans une affaire, de manière tout à fait légale, mais brutale. Le rival, appelons-le, un homme d'affaires d'Europe de l'Est au passé trouble, a tout perdu. Maintenant, des années plus tard, le rival semble chercher à se venger. La question est, quelle serait la forme de représailles la plus probable? David fronça les sourcils, considérant la question comme le puzzle juridique qu'elle était. Il enleva ses lunettes, les polissant avec une serviette. Intéressant. Eh bien, un homme avec ce profil ne va pas intenter de procès. Pour lui, les tribunaux sont un théâtre pour les faibles. Sa vengeance ne serait pas une question d'argent, plus maintenant. L'argent n'était que la façon de compter les points la première fois. Maintenant, ce serait une question d'honneur. Il s'agirait d'infliger une douleur équivalente à l'humiliation qu'il a ressentie. Il se pencha en avant, le professeur de droit prenant le dessus, la passion pour la théorie juridique brillant dans ses yeux. Il n'attaquerait pas directement les affaires du PDG. C'est un champ de bataille sur lequel il a déjà perdu. Il attaquerait la vie personnelle. Il s'en prendrait à ce que le PDG valorise le plus, à ce qu'il protège le plus, sa réputation, sa famille. Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. Ou la femme qu'il aime. C'est ainsi que ces vautours fonctionnent. Ils ne veulent pas seulement votre château, ils veulent brûler votre village. Ils trouvent votre seule vulnérabilité et ils la détruisent de l'intérieur. Les mots de son père restèrent en suspens dans l'air, froids et prophétiques. La femme qu'il aime. Le cœur de Laure fit un bond douloureux. Non, elle ne pouvait pas être ça. Elle était l'erreur de jugement, l'affaire classée. Ou était-elle la vulnérabilité qu'il essayait désespérément de cacher même à elle-même? Le rejet brutal, la distance calculée. Ce n'était pas pour la protéger de ses sentiments. C'était pour la protéger d'être vue comme son point faible. Il ne la repoussait pas. Il essayait de la rendre invisible aux prédateurs qui le cernaient. La prise de conscience fut dévastatrice et en même temps étrangement émouvante. Il était prêt à la laisser le détester pour la garder en sécurité. « Merci, papa, » dit-elle, la voix un peu rauque. « Ça m'aide beaucoup. » Quand elle retourna à son appartement cet après-midi-là, le monde semblait avoir basculé sur son axe. Tout était plus net, plus dangereux, et la confirmation de ses pires soupçons l'attendait, un présage silencieux sur son paillasson. Il y avait une petite boîte en carton devant sa porte, sans adresse de retour, placée parfaitement au centre de son paillasson. Son sang se glaça. Jones, l'agent de sécurité de Pierre, n'était nulle part en vue. Elle jeta un coup d'œil dans le couloir vide, le cœur battant, avant de saisir la boîte et d'entrer rapidement dans son appartement, verrouillant le pêne dormant et la chaîne derrière elle. Les mains tremblantes, elle posa la boîte sur sa table basse et l'ouvrit.
À l'intérieur, sur un lit de velours noir, reposait une seule rose blanche, parfaitement formée, mais les bords de ses pétales étaient flétris et noircis, comme brûlés par le gel. Elle était morte, une belle promesse devenue pourriture. En dessous, une petite carte avec une seule phrase en écriture élégante et inclinée. L'homme que vous admirez a un jardin rempli de secrets et de tombes. La panique menaça de l'étouffer, une vague de froid déferlant le long de sa colonne vertébrale. Mais alors, des années de formation juridique prirent le dessus, un barrage contre le flot de la peur. « Ceci est une preuve », dit la voix dans sa tête. « C'est une communication sous la contrainte. » Avec précaution, sans toucher la rose ou la carte du bout des doigts, elle prit son téléphone et photographia tout sous plusieurs angles, le documentant comme pour un tribunal. Puis, à l'aide d'une pince à épiler de sa trousse à sourcils, elle prit la carte et la plaça dans un sac de congélation en plastique. Elle fit de même avec la rose. Elle n'était plus une jeune fille effrayée. Elle était la gardienne des preuves. La peur était toujours là, un bourdonnement sourd sous sa peau, mais elle était maintenant mêlée à une colère froide et lucide. Pierre avait essayé de la garder dans l'ignorance, de la traiter comme une enfant à protéger. Eh bien, l'enfant venait de trouver le monstre dans son placard, et elle n'allait pas se cacher. Le silence dans l'appartement de Laure était une chose vivante. Il s'enroulait dans les coins, se cachait sous la porte et semblait appuyé sur ses tympans. Chaque son de la rue en bas, une sirène lointaine, le klaxon d'un taxi, semblait amplifié, intrusif. La rose morte et le mot, maintenant scellé dans un sac en plastique, comme des spécimens d'une scène de crime, reposaient sur sa table basse. Il dégageait une malveillance qui glaçait l'air. La panique était une marée montante dans sa poitrine, menaçant de la noyer. Elle voulait appeler son père, courir vers le confort de sa logique calme et de ses étreintes sûres. Mais les propres mots de David résonnaient dans son esprit. Il trouve votre seule vulnérabilité et la détruise. L'impliqué reviendrait à peindre une cible sur lui. La police? Que dirait-elle? Un homme que mon père connaît et que j'aime peut-être m'a rejeté, et maintenant je reçois des fleurs mortes. Il la traiterait avec condescendance, un cas d'amante et conduite, pas la conspiration d'un oligarque russe. Non, il n'y avait qu'une seule option, la plus difficile, la plus humiliante, la seule qui avait du sens. Elle devait affronter Pierre, pas avec des supplications ou des larmes, avec des faits, avec des preuves. Elle l'aborderait non pas comme la femme qui l'avait emmenée dans son lit et jetée, mais comme une avocate présentant une affaire, l'affaire de sa vie. Elle prit une profonde inspiration, l'air tremblant dans ses poumons et décrocha le téléphone. Son doigt plana sur son contact. Pierre. Le nom semblait brûler sur l'écran. Elle répéta l'ouverture dans sa tête. Pierre, une menace a été proférée contre moi, directement liée à toi. J'ai des preuves. Nous devons nous voir, direct, sans émotion. Elle appuya sur le bouton d'appel, son cœur battant une cadence violente contre ses côtes. Le téléphone sonna, chaque sonnerie un écho dans le silence de son appartement, un son qui tendait ses nerfs à leur point de rupture. À la 4e sonnerie, l'appel fut décroché. Il y eut un clic, le son d'une ligne qui s'ouvre. « Pierre ?» dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Le silence l'accueillit pendant une fraction de seconde. Et puis une voix répondit, une voix qui n'était pas celle de Pierre. Elle était profonde, un gravier rauque avec un accent russe indubitable, épais comme de la mélasse. « Mademoiselle Martin, quel plaisir inattendu !» Le sang de Laure se glaça. Ce n'était pas une secrétaire, ce n'était pas un assistant, c'était lui, le monstre du placard. Petrov. Le nom explosa dans son esprit, bien qu'elle n'eût aucun moyen de le savoir avec certitude. Mais elle savait. Elle le sentait dans la moelle de ses os. Elle ne dit rien, sa gorge se nouant dans un nœud de pure terreur. Comment avait-il le téléphone de Pierre? La voix gloussa, un son bas et sans joie qui fit se hérisser les poils sur ses bras. « Le chat vous a mangé la langue? Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes une femme de mots. J'ai lu votre thèse. Très impitoyable. » Il savait tout. La prise de conscience la frappa avec une force physique. Il n'en avait pas seulement après Pierre. Il l'avait étudié. « Que voulez-vous » réussit-elle à dire, sa voix un murmure rauque. « Que je veux » se moqua la voix. « C'est une question d'affaires. J'aime ça. Disons les choses ainsi. Votre petit ami milliardaire, Monsieur Valois, a fait une très mauvaise affaire il y a des années. Une affaire très préjudiciable à mes intérêts.
Et dans toute mauvaise affaire, mademoiselle Martin, il y a toujours une clause pénale. Il y eut une pause lourde de sens, et Laure pouvait presque sentir le sourire cruel à l'autre bout du fil. Et vous, il s'avère, êtes la clause pénale. Le langage froid et corporatif, tordu en une menace si personnelle, si intime, qu'il lui retourna l'estomac. C'était un message conçu pour qu'elle, l'étudiante en droit, le comprenne parfaitement. « Laissez-le tranquille, » dit-elle, une vague de courage désespéré déferlant à travers la peur. « Oh, je le ferai, » dit l'homme doucement, sa voix maintenant un ronronnement menaçant. « Dès que le contrat sera rempli, dites bonjour à votre père pour moi, David Martin, un homme bon. Ce serait dommage qu'il soit entraîné dans la liquidation. » Le nom de son père, prononcé de cette voix, brisa ses dernières défenses. Les larmes qu'elle avait retenues jaillirent, chaudes et silencieuses. La menace ne la visait plus seulement elle. Elle s'était étendue, comme un cancer, à la seule personne qu'elle ne supportait pas de voir blessée. « Monsieur Valois est occupé pour le moment, » continua la voix savourant chaque mot. « Mais il a laissé un message pour la fille de David Martin. Il a dit de rester à l'écart. » Le rire revint, plus fort cette fois. « Je pense que vous auriez dû suivre son conseil. » La ligne devint silencieuse. Laure resta figée, le téléphone toujours collé à son oreille, écoutant le bourdonnement vide d'un appel terminé. La réalité de la situation s'abattit sur elle. Ils ne se contentaient pas de regarder. Ils étaient à l'intérieur. Ils avaient le téléphone de Pierre. Ils savaient pour son père, ils savaient pour elle. Le silence dans son appartement n'était plus seulement étrange. Il était occupé. La voix de Petrov semblait flotter dans l'air, une présence huileuse et invisible. Chaque ombre semblait plus sombre, chaque bruit du bâtiment une prémonition. L'appartement, son seul sanctuaire, ressemblait maintenant à un piège. Elle se leva, les jambes tremblantes, et se dirigea vers la porte d'entrée, son cœur battant si fort que ça lui faisait mal. Elle vérifia la serrure, le judas. Il n'y avait rien. Mais cela ne voulait rien dire. Soudain un bruit, un léger déclic provenant du couloir extérieur. Le corps de Laure se raidit. Elle retint son souffle, les oreilles aux aguets. Était-ce juste un voisin? L'ascenseur. Puis un deuxième son, le murmure métallique et indubitable d'un tournevis inséré dans la serrure de sa porte. Quelqu'un essayait d'entrer. Le son métallique dans la serrure fut comme le craquement d'une brindille dans la forêt sombre, un signe indubitable que le prédateur était proche. La terreur de Laure était une chose physique, une vague de glace qui déferla dans ses veines et paralysa ses membres. Pendant une seconde infinie, elle resta figée au milieu de son salon, le souffle coupé, les yeux fixés sur la porte, comme si elle pouvait la maintenir fermée par la seule force de sa volonté. « Bouge !» L'ordre dans sa tête venait de la même partie de son cerveau qui analysait les preuves, la partie qui refusait d'être une victime. Elle recula, pas à pas, silencieusement, le parquet gémissant sous son poids. Le son ressemblait à un coup de feu dans le silence oppressant. De l'autre côté de la porte, le bruit cessa. Il l'avait entendu. Un coup sourd et étouffé frappa le bois, faisant trembler la porte dans son cadre. C'était un coup d'épaule. Il n'essayait plus d'être subtil. Le coup suivant fut plus fort et une fine fissure apparut près de la serrure. L'adrénaline inonda le système de Laure, rompant le charme de la peur. Elle ne cria pas. Crier était pour les victimes des films d'horreur. Crier alerterait le prédateur de sa position, de sa panique. Au lieu de cela, elle agit. Son téléphone. Elle avait besoin de son téléphone. Il était sur la table basse, près des preuves macabres de la rose morte. Jetant un regard frénétique à la porte qui se fendillait, elle se précipita vers la table, attrapa l'appareil et le sac en plastique avec le mot et la rose. Les preuves. Elle ne pouvait pas les laisser derrière. Un autre coup contre la porte, plus fort, plus violent. Le bois gémit en protestation. Son appartement n'avait qu'une seule sortie, la porte d'entrée. Mais il y avait un escalier de secours devant la fenêtre de sa chambre. Une chance. Elle sprinta vers la chambre, son cœur martelant contre ses côtes si fort que c'était un son physique dans ses oreilles. Elle ne prit la peine de ne rien attraper. Pas de portefeuille, pas de manteau. Juste le téléphone et les preuves. Elle atteignit la fenêtre, ses mains tremblantes tâtonnant avec le vieux loquet. Derrière elle, elle entendit le bruit du bois qui se fendait. La porte avait cédé. « Laisse-la dedans !» cria une voix masculine depuis l'autre pièce avec un fort accent. Le son de pas lourds résonna dans l'appartement. Ils arrivaient. Avec une dernière traction désespérée, le loquet de la fenêtre céda. Laure la poussa pour l'ouvrir,
et l'air froid et pluvieux de la nuit la frappa au visage. L'escalier de secours en métal était à un pas, lisse et noir de pluie. Sans hésiter, elle passa une jambe par-dessus, puis l'autre, ses chaussures glissant dangereusement sur la grille mouillée. Elle s'agrippa à la rampe glacée, le téléphone et le sac en plastique pressés contre sa poitrine, et regarda en bas. 4 étages jusqu'à la ruelle sombre et sale. Cela ressemblait à une chute d'1 kilomètre. Elle entendit la porte de sa chambre s'ouvrir en grand, avec un grand bruit. Elle ne regarda pas en arrière. Elle commença simplement à descendre, ses mouvements maladroits et précipités. Le métal gémissait et se balançait sous son poids, chaque pas un risque calculé. La pluie trempait ses cheveux, coulant sur son visage et l'aveuglant. « La voilà !» cria la voix d'en haut. Laure risqua un coup d'œil. Une silhouette trapue se tenait à la fenêtre de sa chambre, la regardant d'en haut. Il n'avait pas d'arme. C'était étrange. Le but n'était pas de la tuer ici. Le but était de la capturer. La clause pénale. La prise de conscience la terrifia encore plus que l'idée d'une balle. Elle se dépêcha, manquant de glisser, ses mains lui faisant mal à force de s'agripper à la rampe glaciale. Elle atteignit la dernière plateforme, encore à une bonne dizaine de pieds du sol de la ruelle. C'était trop haut pour sauter. L'échelle rétractable qui aurait dû donner accès au sol était rouillée et bloquée. Elle était piégée. Elle entendit le bruit de pas lourds sur l'escalier de secours au-dessus d'elle. Il arrivait, vite. Son cerveau fonctionnait frénétiquement. La ruelle. Il y avait une grande benne à ordures à quelques mètres de là, remplie de sacs poubelles noirs et gorgés d'eau. Ce n'était pas une bonne réception, mais c'était une réception. Sans se laisser le temps de réfléchir, elle se tourna, s'agrippa à la rampe à 2 mains et se lança dans le vide, visant la benne. Pendant une seconde, elle vola. Le vent froid, l'odeur des ordures et de la pluie, le flou des murs de briques. Puis elle heurta les sacs poubelles avec un impact qui lui coupa le souffle. La puanteur des ordures mouillées l'enveloppa, mais elle le remarqua à peine. La douleur dans sa cheville fut instantanée et vive. Elle se releva en se débattant, boitant, et leva les yeux. L'homme était sur la plateforme au-dessus, la regardant avec frustration. Il était trop grand, trop lourd pour risquer le saut. Elle n'attendit pas de voir ce qu'il ferait ensuite. Ignorant la douleur cuisante dans sa cheville, elle courut. Elle sortit en boitant de la ruelle et se retrouva dans la rue éclairée, une silhouette trempée et débraillée émergeant de l'ombre. Les gens sur le trottoir s'écartèrent d'elle, leur visage un mélange de choc et de dégoût. Elle ne s'arrêta pas. Elle continua de courir, boitant, poussée par l'adrénaline pure. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'éloigner. La distance. Elle avait besoin de distance. Elle courut sur 2 pâtés de maison avant que la douleur dans sa cheville ne devienne insupportable, la forçant à s'arrêter, s'appuyant contre un mur de briques à bout de souffle. Elle tremblait de manière incontrôlable, un mélange de froid, de peur et de choc. Elle regarda le téléphone dans sa main, l'écran fissuré par l'impact mais fonctionnant toujours, et le sac en plastique avec les preuves, miraculeusement intact. Son esprit, maintenant libéré du danger immédiat, recommença à fonctionner. Ils étaient entrés par effraction dans son appartement. Ils avaient essayé de la kidnapper. Ce n'était plus une menace voilée, c'était une guerre ouverte, et Pierre l'y avait jetée sans armes. La colère revint, brûlant plus fort que la peur. Une rage pure et froide. Il voulait qu'elle reste à l'écart. Trop tard. Il l'avait entraînée dedans. Et maintenant, elle allait le traîner à la lumière. Elle boita jusqu'au coin de la rue, où la lueur au néon d'un hôtel ouvert 24h24 promettait un refuge anonyme. Elle utiliserait sa carte de crédit, ce qui la rendrait traçable, mais elle avait besoin d'un endroit sûr, juste pour quelques heures, pour réfléchir, pour planifier son prochain mouvement. Dans la chambre d'hôtel impersonnelle, avec son odeur de désinfectant et de solitude, elle s'arrêta enfin. Elle s'assit sur le bord du lit, sa cheville lancinante, ses vêtements mouillés collant à sa peau. Elle regarda son reflet dans le miroir sombre sur le mur. La fille qui la regardait n'était pas la même étudiante en droit qui était allée à une fête 2 semaines plus tôt. Ses yeux étaient plus vieux, hantés, mais il y avait une dureté dans sa mâchoire qui n'était pas là avant. Il voulait faire d'elle une victime. Au lieu de cela, il l'avait transformée en arme. Elle savait ce qu'elle devait faire. Il n'y avait plus de cachette ni de fuite, plus d'enquête discrète. Il était temps d'une confrontation. Elle prit son téléphone, ignorant la douleur dans ses doigts, et ouvrit le navigateur.
Elle ne chercha pas la police, ni son père, ni même le numéro de Pierre. Elle tapa l'adresse qu'elle connaissait par cœur, Valois Capitale, Park Avenue. Elle n'allait plus attendre qu'il vienne à elle. Elle allait dans l'antre du lion, et elle n'allait pas demander de réponse. Elle allait les exiger. Le hall de Valois Capitale était une cathédrale de verre et d'acier dédiée au dieu de l'argent. Le sol en marbre blanc était si poli qu'il reflétait le plafond vertigineux, donnant l'impression de marcher dans les airs. Le silence était profond, rompu seulement par le léger cliquetis de talons coûteux et le murmure révérencieux d'assistants parlant dans leurs oreillettes. C'était un environnement conçu pour intimider, pour faire comprendre que quiconque entrait se trouvait sur un terrain raréfié, régi par des règles qu'il ne comprenait pas. Laure y entra en boitant, une anomalie flagrante dans cet environnement immaculé. Ses cheveux étaient encore humides et ébouriffés. Son jean était maculé de la saleté de sa chute dans la benne. Il y avait une égratignure sur sa joue qu'elle n'avait remarquée qu'en voyant son reflet dans les portes vitrées. Elle ne portait pas de manteau, juste un pull fin qui ne faisait pas grand-chose pour la protéger du froid qu'elle ressentait, un froid qui venait de l'intérieur. Et elle boitait visiblement, sa cheville enflée protestant à chaque pas. Les têtes se tournèrent, les murmures cessèrent. Les regards qu'elle reçut étaient un mélange de choc, de dédain et de curiosité. Elle les ignora, gardant le menton haut, les yeux fixés sur sa cible. Le bureau de la réception, un monolithe de marbre noir présidé par une femme à la coiffure sculpturale et au sourire glacial. « Je dois voir Pierre Valois », dit Laure, sa voix étonnamment stable, sans la moindre trace du tremblement qu'elle sentait au fond de ses tripes. La réceptionniste la toisa de haut en bas, son expression devenant encore plus froide. « Monsieur Valois a-t-il un rendez-vous » Son ton suggérait que l'idée était absurde. « Non, » dit Laure, « mais vous allez lui dire que Laure Martin est là, et que ce n'est pas une demande. » Il y eut un éclair de défi dans les yeux de la femme, une volonté de la rejeter comme une folle. Mais ensuite, quelque chose dans la posture de Laure, dans l'intensité inflexible de son regard, la fit hésiter. Il y avait là une autorité qui ne correspondait pas à son apparence. La réceptionniste décrocha le téléphone, la bouche une fine ligne de désapprobation. « Monsieur, je suis désolé de vous interrompre. Il y a une mademoiselle Laure Martin ici pour vous voir. Elle insiste. » Laure regarda la femme écouter la réponse, vit ses sourcils se hausser de surprise. La réceptionniste raccrocha le téléphone, son regard maintenant teinté d'un respect réticent. « L'ascenseur privé au fond du couloir », dit-elle en faisant un geste. « Dernier étage. » Le trajet jusqu'à l'ascenseur sembla une éternité. Laure pouvait sentir les yeux de tout le hall sur son dos. Elle appuya sur le bouton et les portes en acier brossé s'ouvrirent silencieusement. À l'intérieur, elle s'appuya contre le mur froid, fermant les yeux un instant, rassemblant ses forces pour la bataille à venir. L'ascenseur monta dans un silence rapide, sans l'interruption d'autres étages. Quand les portes s'ouvrirent à nouveau, ce n'était pas sur un couloir, mais directement dans le bureau de Pierre. L'espace était vaste, minimaliste et écrasant. Un mur entier était en verre, offrant la même vue panoramique sur Manhattan qu'elle avait vue de son penthouse, mais sous un angle différent, un angle de pouvoir. L'air sentait le cuir, le papier et la légère odeur de café frais. Pierre se tenait derrière son immense bureau en acajou, le téléphone toujours à la main. Il portait un costume gris parfait, l'image du contrôle et de l'autorité. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens, la façade se brisa. Il vit ses cheveux mouillés, son visage égratigné, la saleté sur ses vêtements, la façon dont elle boitait. Le sang sembla se vider de son visage. La couleur de ses yeux s'assombrit en un bleu orageux, et le masque de froide indifférence fut remplacé par quelque chose de brut et de violent. Que s'est-il passé? Sa voix était un grognement sourd, la question chargée d'une terrible urgence. Laure entra en boitant dans la pièce, les portes de l'ascenseur se refermant derrière elle avec un doux sifflement. Elle se dirigea vers son bureau et, d'un geste de défi, jeta le sac en plastique sur la surface polie. La rose morte et le mot gisaient sur l'acajou sombre. Une tache de pourriture dans son monde parfait. « Voilà ce qui s'est passé, » dit-elle, sa voix remplie d'une rage froide. « Et puis, il y a 2 heures, 2 hommes ont défoncé la porte de mon appartement. Ils m'ont appelé la clause pénale. Apparemment, j'aurais dû suivre ton conseil de rester à l'écart. » Pierre regarda du sac en plastique vers elle. La culpabilité et une fureur impuissante se lisaient sur son visage. Il contourna le bureau, chaque mouvement tendu, comme un prédateur en cage.
Laure, es-tu blessée? Demanda-t-il la voix rauque. Il tendit la main pour toucher son bras, mais elle recula comme si elle avait été brûlée. Ne me touche pas, siffla-t-elle. N'ose pas me toucher et faire semblant de t'en soucier. Tu savais que ça pouvait arriver, et tu m'as laissé dans l'ignorance. Tu m'as traité comme une idiote, une enfant qui avait besoin d'être protégée par des mensonges et des rejets cruels. Pensais-tu que mon cœur brisé était un prix acceptable à payer pour ma sécurité? Ces mots le frappèrent comme des coups physiques. Il s'arrêta, la main toujours en l'air. J'ai fait ce que je pensais nécessaire pour te tenir à l'écart. À l'écart? Elle rit, un son dur et sans joie. Pierre, j'ai sauté d'un escalier de secours dans une benne à ordures ce soir. Il n'y a plus de à l'écart pour moi. Ils savent qui je suis. Ils savent qui est mon père, et c'est de ta faute. La mention de David fut comme jeter de l'essence sur le feu. Une profonde douleur traversa le visage de Pierre. Il passa une main dans ses cheveux, le premier signe de désarroi qu'elle ait jamais vu chez lui. « Je sais, » dit-il, la voix basse, lourde de dégoût de soi. « Je sais. »« Non, tu ne sais pas, » insista Laure, s'avançant vers lui, ignorant la douleur dans sa cheville. « Tu ne sais pas ce que c'est de voir sa maison envahie, d'entendre un étranger menacer ton père au téléphone. Tu te caches ici, dans ta tour d'ivoire, déplaçant les gens comme des pièces d'échecs, pensant que tu peux tout contrôler. Mais tu as perdu le contrôle de ce jeu. » Elle était près de lui maintenant, poitrine contre poitrine, le forçant à la regarder. Des larmes brûlaient dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de fureur, pas de chagrin. « J'ai lu les dossiers, Pierre. Je sais pour Tverskaya Corp. Et Roman Petrov. Ne viens plus me voir avec d'autres mensonges ou demi-vérités. C'est fini. À partir de maintenant, tu vas tout me dire. Chaque détail sordide. Ou, je le jure devant Dieu, je sortirai d'ici, j'irai directement à la police, et je leur dirai tout ce que je sais. Et nous savons tous les deux que la dernière chose dont ton opération discrète a besoin, c'est d'un coup de projecteur de la police. C'était du bluff, et ils le savaient tous les deux. Aller à la police mettrait son père dans un danger encore plus grand. Mais la menace ne concernait pas la police. Elle concernait le pouvoir. Pour la première fois, dans ce bureau, le pouvoir avait changé de camp. Elle n'était plus la protégée ou la victime. Elle était une joueuse. Pierre la regarda, et au milieu de sa colère et de sa peur, il vit autre chose. Il vit la force qu'il avait toujours soupçonné qu'elle possédait. L'esprit impitoyable qu'il avait admiré dans sa thèse, maintenant dirigé directement contre lui. Il recula, vaincu. Il alla au bar encastré dans l'un des murs et versa 2 doigts de whisky dans un lourd verre en cristal. Il le but d'une seule traite, le verre tremblant légèrement dans sa main. Il se tourna pour lui faire face, ses épaules affaissées sous le poids des secrets qu'il avait portés trop longtemps. La bataille était terminée. « Assieds-toi alors, » dit-il, sa voix fatiguée, dépouillée de tout artifice. « Tu as raison. Il est temps que tu saches la vérité. Toute la vérité. » Le bureau, qui avait auparavant ressemblé à un champ de bataille, était maintenant enveloppé d'un silence lourd et expectant. Laure ne s'assit pas. Rester debout était une petite façon de garder le contrôle, de refuser de céder au confort que le cuir souple d'un fauteuil visiteur pourrait offrir. Elle observait Pierre, chacun de ses mouvements, avec l'intensité d'un procureur observant un témoin clé. Il ne lui fit pas face immédiatement. Au lieu de cela, il se dirigea vers le mur de verre, lui tournant le dos, et regarda la tapisserie des lumières de la ville. C'était une posture de pouvoir, mais Laure vit ce que c'était. Une retraite, un moment pour rassembler les morceaux d'une histoire qu'il n'avait jamais voulu raconter. « Il y a 5 ans, commença-t-il, sa voix basse résonnant contre le verre, j'étais plus imprudent, plus affamé. Je voyais le marché comme un jeu, et je jouais pour gagner à tout prix. Valois Capital était en pleine croissance, et je voulais un actif spécifique que Tverskaya Corp possédait. Un réseau de routes maritimes qui me donnerait un quasi-monopole dans la Baltique. » Il fit une pause, ses larges épaules tendues sous le costume coûteux. « Le problème, c'est que Tverskaya n'était pas à vendre. Elle était contrôlée par un petit consortium, dirigé par Roman Petrov. J'ai essayé de négocier. Il m'a ri au nez. Pour lui, l'entreprise n'était pas seulement un actif, c'était un symbole de son statut, de sa transition de criminel moscovite à homme d'affaires légitime. » Laure resta silencieuse, le laissant parler, son cerveau d'avocate absorbant chaque mot, le classant. « Quand il m'a rejeté, je l'ai pris comme un défi personnel, » continua Pierre, une pointe de dégoût de soi dans la voix. « Alors j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai trouvé les failles.
J'ai utilisé mon influence pour presser les autres membres du consortium, racheter des dettes, initier une bataille de procuration. C'était une guerre d'entreprise et j'ai utilisé toutes les armes de mon arsenal. À la fin, je l'ai brisé. Je l'ai forcé à vendre sa participation pour une bouchée de pain. Je l'ai humilié devant tous ceux qui comptaient dans son monde. Je n'ai pas seulement pris son château, comme dirait ton père, j'ai salé la terre pour que rien d'autre ne puisse y pousser. Il se tourna enfin, et la douleur dans ses yeux était sincère. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Pas vraiment. Je le voyais comme un rival commercial, pas comme ce qu'il est. Un monstre qui opère selon un code d'honneur tordu et brutal. Il a disparu après ça, perdu sa fortune, son influence. Je pensais que c'était fini. Mais ce n'était pas fini, dit Laure, non pas comme une question, mais comme une conclusion. Silence, acquiesça-t-il, marchant lentement vers elle. Il a passé les 5 dernières années à se reconstruire dans l'ombre, nourri par une seule chose, la haine. Pour moi, il a attendu. Il a attendu un moment où je baisserais ma garde, où j'aurais quelque chose à perdre autre que de l'argent. Ses yeux tombèrent sur sa cheville enflée, sur l'égratignure de son visage. Et puis, tu es apparue à cette fête, pas comme la petite fille que je poussais sur la balançoire, mais comme toi, brillante, magnifique, la seule chose véritablement bonne dans ma vie, à travers ton amitié avec ton père, et je n'ai pas pu rester à l'écart. La confession resta suspendue entre eux, brute et vulnérable. Le cœur de Laure fit un bond douloureux. « Cette nuit-là, dit-il, sa voix presque un murmure, quand nous étions ensemble, je n'étais pas le seul à regarder. Les hommes de Petrov me surveillent depuis des mois. Ils ont vu. Ils ont vu la façon dont je te regardais. Ils ont vu la façon dont je te touchais. Et à ce moment-là, je te l'ai servi sur un plateau d'argent. Je t'ai transformé en cible. » Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, son visage un masque d'angoisse. « Le lendemain matin, quand je me suis réveillé et que je t'ai vu là, la réalité m'a frappé comme un train. Je savais ce qu'il ferait. Je savais qu'il t'utiliserait pour me détruire. Chaque mot froid que je t'ai dit, chaque geste cruel, c'était de la panique, Laure. C'était une tentative désespérée et stupide de couper le cordon, de faire croire à Petrov que tu ne signifiais rien pour moi, que tu n'étais qu'une erreur. » Les larmes que Laure avait si férocement retenues s'échappèrent enfin, traçant des chemins silencieux sur son visage sale. Ce n'étaient plus des larmes de colère, c'étaient des larmes de compréhension écrasantes et d'un cœur brisé d'une toute nouvelle manière. Sa cruauté n'avait pas été un rejet, c'était un bouclier, un sacrifice. « Je t'ai mise en danger et puis je t'ai fait du mal pour essayer de te protéger, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Et j'ai échoué sur les 2 fronts. Ce qui t'est arrivé ce soir est de ma faute, entièrement de ma faute. » L'espace entre eux vibrait de la vérité nue. Tout le venin, toute la colère qu'il avait soutenue se dissipa, ne laissant derrière que la douleur et une connexion indéniable. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» murmura-t-elle, la question qui comptait plus que tout autre. « L'orgueil, » admit-il amèrement. « L'arrogance. Je pensais pouvoir gérer ça seul. Je pensais pouvoir te garder dans une bulle, protégée, pendant que je menais la guerre dans l'ombre. Je ne pouvais pas admettre que j'avais fait une si énorme erreur, que j'étais faible, faible pour toi. » Il fit le dernier pas qui les séparait, s'arrêtant juste en face d'elle. Cette fois, quand il leva la main, elle ne tressaillit pas. Ses doigts, étonnamment doux, effleurèrent l'égratignure sur sa joue. Le contact fut électrique, un courant de soulagement, de douleur et de quelque chose de plus profond passant entre eux. « Laure, » dit-il, son nom une prière. « Je suis tellement désolé, pour tout. » Elle se pencha dans son contact, fermant les yeux, épuisée jusqu'à la moelle. La vérité ne les avait pas libérés, pas encore, mais elle les avait rejoints dans une cellule partagée. Le danger était toujours là, plus réel que jamais. Mais maintenant, ils y feraient face ensemble. « Qu'est-ce qu'on va faire, Pierre ?» demanda-t-elle, ouvrant les yeux, les siens se plongeant dans les siens. La vulnérabilité sur son visage disparut, remplacée par une détermination froide et dure. La même détermination qui avait bâti son empire. Mais cette fois, ce n'était pas pour l'argent ou le pouvoir. C'était pour elle. « Nous allons mettre fin à cela, dit-il, sa voix un vœu d'acier. Roman Petrov voulait une guerre, maintenant il va l'avoir. » La guerre commença non pas par une détonation, mais par le léger déclic d'une porte qui se ferme. Pierre conduisit Laure dans une pièce sécurisée, cachée derrière une bibliothèque dans son bureau, un sanctuaire de technologie et de sécurité qui faisait passer le reste du bâtiment
pour une forteresse de papier. Les murs étaient renforcés, insonorisés, et une série de moniteurs affichait les flux de sécurité de divers endroits. L'immeuble de l'Or, la maison de son père, le bâtiment de Valois Capital lui-même. Il les surveillait, murmura Laure, voyant l'image granuleuse de son propre immeuble, maintenant avec une camionnette de police garée devant. « Je les surveillais, » corrigea Pierre, la voix dure. « Après que tu m'as appelé, j'ai envoyé mon équipe. Ils sont arrivés trop tard pour attraper les hommes qui t'ont attaqué, mais ils ont réussi à récupérer les enregistrements de sécurité du couloir avant qu'ils ne soient effacés. » Pendant qu'il parlait, il se déplaçait avec une détermination renouvelée. Il la fit asseoir sur un canapé en cuir souple, examina sa cheville avec une douceur surprenante qui contrastait avec la dureté de ses yeux, puis disparut dans une salle de bain attenante. Il revint avec une trousse de premier secours, une bassine d'eau chaude et des serviettes propres. Silencieusement, il s'agenouilla devant elle. Le PDG milliardaire, l'homme qui commandait les salles de conseil d'un regard, était maintenant par terre, nettoyant doucement la saleté et le sang de son visage. Le contact de ses doigts sur sa peau était à la fois clinique et insupportablement intime. Laure frissonna, non de douleur, mais du courant qui passait entre eux. L'air était chargé de la confession non dite, du danger qui les entourait. « Ta cheville est probablement foulée, pas cassée, » dit-il, sa voix un murmure concentré alors qu'il enroulait un bandage de compression autour de son pied. « Je ferai venir mon médecin personnel ici. Nous ne pouvons pas risquer un hôpital. »« Et mon père ?» demanda Laure, l'inquiétude d'une vive douleur dans sa poitrine. Petrov l'a menacé, Pierre. « Mon équipe de sécurité est déjà chez lui, » répondit-il, ses yeux rencontrant les siens. La promesse qu'il contenait était à toute épreuve. Personne ne s'approchera de lui. J'ai inventé une histoire de menace à la sécurité visant des cadres de haut niveau dans la ville. Il est en sécurité. Elle hocha la tête, lui faisant confiance. Un sentiment à la fois étrange et indéniablement juste. Quand il eut fini de soigner ses blessures, il ne se releva pas. Il resta agenouillé, ses mains toujours sur sa cheville, la regardant avec une intensité qui la cloua sur place. La pièce sécurisée, avec ses murs d'acier et sa technologie froide, sembla soudain trop petite, l'air trop rare. « Tout ça, dit-il, la voix rauque, la douleur, la peur, c'est à cause de moi, parce que je n'ai pas pu rester loin de toi. »« Ce n'est pas ta faute, Pierre, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas le monstre ici. Je l'ai créé, Laure. J'ai créé la situation qui a permis à un monstre comme Petrov d'entrer dans ta vie. » Il secoua la tête, le dégoût de soi gravé sur son visage. « J'aurais dû être plus fort. » Elle tendit la main et toucha son visage, le bout de ses doigts effleurant le chaume de sa mâchoire. « Si tu avais été plus fort, dit-elle doucement, je n'aurais jamais su. » Elle ne termina pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin, que tu ressentais la même chose. Il se pencha dans son contact, fermant les yeux un bref instant. Une reddition silencieuse. La tension sexuelle, réprimée par la peur et la colère, revint en force, plus puissante que jamais car elle était maintenant mêlée de vérité, de vulnérabilité et de danger partagé. Il se leva, rompant le charme, et redevint le commandant. « Bien, Petrov a déclaré la guerre, mais il pense qu'il combat un homme d'affaires. Il ne sait pas que je me bats avec une avocate brillante à mes côtés. » Un petit sourire effleura les lèvres de Laure, le premier depuis des jours. « Et que doit faire cette avocate ? Tu connais la loi, je connais l'homme, » dit Pierre, se dirigeant vers un grand écran tactile sur le mur. Petrov est prudent. Ses opérations sont un réseau de sociétés écrans, de comptes offshore et d'intermédiaires. Le FBI l'a dans le collimateur depuis des années, mais il n'arrive jamais à faire tenir quoi que ce soit. Il est trop malin pour laisser une trace écrite. Mais tout le monde fait des erreurs, compléta Laure, son esprit déjà en action analysant. Elle se leva, boitant jusqu'à l'écran à côté de lui. « Exactement, acquiesça Pierre. Il n'attaquera pas mes affaires. Il ne m'attaquera pas physiquement. Il pense qu'il a l'arme parfaite, toi. Il essaiera de t'utiliser pour me faire chanter, pour me forcer à lui donner ce qu'il veut. Ce qui n'est pas de l'argent, devina Laure. Non, c'est l'humiliation publique. Il veut que j'admette ma défaite. Il veut que je lui rende devant tout le monde ce qu'il a perdu. Il veut me voir à genoux. » Laure regarda l'écran, où Pierre avait déjà affiché un organigramme complexe des sociétés connues de Petrov. « Donc, nous ne pouvons pas le combattre dans une guerre de force, » résonna-t-elle à voix haute, son cerveau prenant le relais. « Nous devons le combattre dans une guerre d'information. Tu as dit qu'il est trop malin pour laisser une trace écrite, mais personne n'est assez malin pour ne pas laisser de traces numériques. Et il a fait une erreur ce soir. »
Les yeux de Pierre se fixèrent sur les siens, une lueur d'admiration en eux. Laquelle? Il m'a sous-estimé, dit Laure avec un calme glacial, et il t'a utilisé pour me menacer. Des menaces proférées à travers les frontières de l'État en utilisant un appareil de télécommunication, c'est un crime fédéral, c'est un levier, c'est un point de départ pour obtenir des mandats. Pierre sourit un sourire sincère et féroce. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de trouver un partenaire de chasse. Je savais que te garder dans les parages était une bonne idée. Il toucha l'écran, zoomant sur une société écran basée dans le Delaware. Mes experts en cyber-renseignement ont retracé l'appel qu'il t'a passé. Il a rebondi sur 6 serveurs différents, mais il provenait d'un téléphone prépayé acheté à Miami. Cependant, le téléphone a été activé près d'un de ses entrepôts connus à Long Island. C'est là qu'il est. Il est proche. Il veut être proche pour assister au spectacle. Alors nous allons lui en donner un, dit Laure, l'idée se formant dans son esprit. Tu as dit qu'il veut que tu admettes ta défaite. Alors donnons-lui ce qu'il veut, ou, du moins, faisons-lui croire qu'il l'obtient. Elle regarda Pierre, le plan se solidifiant. Nous allons tendre un piège, une fausse négociation. Tu l'attireras avec la promesse de ta reddition publique. Et pendant qu'il sera concentré sur toi, ton équipe et moi démantèlerons son empire par derrière, en utilisant le levier juridique qu'il vient de nous donner pour accéder à tout. Pierre l'étudia un long moment, le poids de sa proposition flottant dans l'air. C'était dangereux. Cela les mettrait tous les deux en grand danger. Mais c'était brillant. « Elle voudra une preuve que je suis sérieux, » dit Pierre. « Il voudra que la clause pénale soit présente. »« Je sais, » répondit Laure sans broncher. « Je serai là pas. » Les jours suivants furent un tourbillon de nuits blanches et de planification fébrile, le tout mené depuis le sanctuaire d'acier du bureau de Pierre. Pour le monde extérieur, Laure Martin avait disparu. Pour la petite équipe de confiance de Pierre, un ancien hacker du MIT et 2 ex-agents du Mossad, elle était devenue la reine sur leur échiquier. Tandis que Pierre, le roi, faisait les mouvements publics, Laure opérait dans l'ombre. Il prit contact avec Petrov par un canal détourné, un avocat obscur à Genève. L'offre fut faite. Pierre Valois était prêt à négocier une restitution pour le rachat de Tverskaya. Il admettrait publiquement ses torts, paierait une somme astronomique et restituerait certains actifs. C'était une offre de reddition si complète, si humiliante, que Pierre savait que la vanité de Petrov ne pourrait y résister. La condition de Petrov fut exactement comme Laure l'avait prédit. La négociation finale se ferait en face à face, et Laure devait être là. La clause pénale doit assister au paiement du contrat, fut le message qui revint. Pendant que cette danse dangereuse avait lieu, Laure travaillait avec l'équipe de Pierre. En utilisant la menace enregistrée et l'effraction de son appartement comme base, ils obtinrent d'un juge fédéral ami de David, contacté avec une histoire de couverture sur l'espionnage industriel, un mandat sous scellé. C'était une fissure, une petite, mais c'était tout ce dont ils avaient besoin. Le hacker, un jeune homme nommé Caleb, qui fonctionnait à la caféine et au code, utilisa le mandat pour pénétrer légalement les serveurs de la société écran de Petrov, basée dans le Delaware. Ce qu'ils trouvèrent était un labyrinthe numérique. Mais Laure, avec son esprit juridique, vit le schéma. Ils ne trouvèrent pas de preuves de meurtre ou d'extorsion. Ils trouvèrent quelque chose de plus banal et tout aussi destructeur. Une fraude fiscale massive, du blanchiment d'argent par le biais de transactions artistiques et des violations de sanctions. Petrov était un fantôme pour le FBI, mais pour le fisc américain, il était sur le point de devenir très très réel. Le piège était tendu. Le lieu choisi par Petrov était un entrepôt abandonné à Brooklyn, un cliché qui aurait fait rire Laure si elle n'avait pas été si terrifiée. La nuit de la rencontre était froide et humide, l'air salin de l'East River flottant au-dessus d'eux. Dans la pièce sécurisée, quelques instants avant leur départ, Pierre la saisit par les épaules. Il portait un gilet pare-balles sous sa chemise, mais son visage était sans défense, vulnérable. « Claire, si on peut encore tout annuler, » dit-il, la voix basse et urgente. « Il y a d'autres moyens. » Elle posa sa main sur la sienne, sur son épaule. Elle était glacée. « Non, il n'y en a pas. C'est le seul moyen de s'assurer qu'il ne pourra plus jamais nous menacer. On met fin à ça, ensemble. » Il la regarda dans les yeux, et toute la peur, toute la culpabilité et tout le désir qu'il avait ressenti pour elle étaient là. Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de passion désespérée comme leur premier, ni un baiser de reddition. C'était un baiser de partenariat,
une promesse silencieuse au milieu de la tempête. Il avait le goût du café amer et de la peur partagée. « Je t'aime, Laure », murmura-t-il contre ses lèvres. La confession qu'elle avait tant désiré entendre arriva au moment le plus dangereux de leur vie. « Je t'aime aussi, Pierre », répondit-elle, et la vérité de ces mots la renforça. L'équipe du FBI, informée anonymement par les gens de Pierre avec les preuves numériques, se mettait déjà en position autour de l'entrepôt. Le plan était de laisser Petrov s'engager, de surprendre la transaction frauduleuse en flagrant délit, puis de l'arrêter. Ils entrèrent dans l'entrepôt caverneux. Il faisait froid et sentait la poussière et la décomposition. Des projecteurs de chantier éclairaient un cercle au centre, où une table et 3 chaises avaient été installées. Roman Petrov était assis sur l'une d'elles, un sourire de prédateur sur le visage. Ce n'était pas une brute, c'était un homme d'âge mûr, impeccablement vêtu, avec des yeux aussi froids et morts que ceux d'un requin. « Monsieur Valois, mademoiselle Martin, ravi que vous ayez pu venir, dit-il, sa voix veloutée pleine de triomphe. 2 gardes du corps énormes flanquaient la table. « Finissons-en, Roman, dit Pierre, sa voix contrôlée. Ils s'assirent. Laure sentit le regard de Petrov sur elle, possessif et victorieux. Elle était son trophée. Elle garda un visage impassible, son cœur battant un compte à rebours silencieux. La négociation commença. Pierre joua parfaitement le rôle de l'homme vaincu. Il accepta des conditions absurdes, le transfert de fonds vers un compte aux îles Caïmans, la signature d'une confession publique. « Excellent, dit finalement Petrov, poussant une tablette sur la table. « Transférez les fonds. Maintenant. Et ensuite, mademoiselle Martin et moi aurons une conversation sur les termes de sa future coopération. » La menace voilée flotta dans l'air. C'était le moment. Pierre regarda Laure. Une dernière demande de confirmation. Elle fit un signe de tête presque imperceptible. Il prit la tablette. Alors que ses doigts bougeaient sur l'écran, Laure se pencha en avant. « Vous savez, monsieur Petrov, dit-elle, sa voix calme et claire, pour un homme aussi méticuleux, vous avez commis une erreur fondamentale. » Petrov haussa un sourcil amusé. « Vraiment? Et quelle serait-elle, ma chère? Vous avez mené une guerre d'honneur, mais vous avez oublié de vérifier le code des impôts des États-Unis, dit-elle. Il s'avère que l'IRS est bien plus impitoyable que la Bratva. » Le sourire de Petrov vacilla. La confusion vacilla dans ses yeux. À cet instant précis, le bruit de dizaines de bottes lourdes résonna de l'extérieur et les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand, inondant l'espace des lumières rouges et bleues des voitures de police. FBI, les mains en l'air. Le chaos éclata. Les gardes du corps de Petrov se saisirent de leurs armes, mais avant qu'ils ne puissent réagir, Pierre projeta la table vers le haut, l'utilisant comme un bouclier et poussant Laure au sol derrière elle. Les agents du FBI envahirent l'espace de tous les côtés. Petrov, dans un acte de fureur désespérée, n'essaya pas de combattre les agents. Il se précipita autour de la table renversée, ses yeux fixés sur Laure. Il allait réclamer son prix. Il l'attrapa par le bras, la relevant, l'utilisant comme bouclier humain. Mais Laure n'était plus une victime. Alors qu'il la tirait, elle lui écrasa le pied avec son talon, là même où sa propre cheville lui faisait encore mal, utilisant la douleur comme carburant. Il grogna, sa prise se relâchant une fraction de seconde. C'était suffisant. Pierre se jeta en avant, non pas comme un PDG, mais comme un animal protégeant sa compagne. Il frappa Petrov avec une force qui le fit reculer en chancelant. Les 2 hommes tombèrent au sol dans une bagarre sauvage, tandis que les agents maîtrisaient les gardes du corps. Un coup de feu retentit. Laure hurla. Pendant un instant, à couper le souffle, elle vit les 2 hommes toujours au sol. Puis Pierre se releva, respirant lourdement, du sang coulant d'une coupure sur son front. Petrov était au sol, menotté, avec des agents du FBI au-dessus de lui. Le coup de feu avait été un avertissement dans le plafond. La guerre était finie. Épilogue, 3 mois plus tard. Le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre du bureau de David Martin, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air. L'odeur de vieux livres et de thé à la camomille emplissait la pièce. David regarda par-dessus ses lunettes, d'abord sa fille, puis l'homme à côté d'elle. La main de Pierre reposait possessivement au creux du dos de Laure. Il y avait chez eux un calme et une certitude qui n'existaient pas auparavant. « Alors ?» dit David, sa voix calme mais avec le poids d'un juge. « Voyons si j'ai bien compris. Vous avez tous les 2 simulé une romance pour attirer un criminel international dans une opération secrète avec le FBI parce qu'il était une menace pour les affaires de Pierre. C'était l'histoire de couverture qu'ils avaient créée.
La vérité était trop complexe, trop douloureuse. « C'est à peu près ça, papa, » dit Laure, le visage sérieux. « C'est pendant cette opération, » continua David, les yeux fixés sur Pierre, « vous avez réalisé que vous aviez de vrais sentiments pour ma fille. »« Plus que des sentiments, David, » dit Pierre, la voix ferme, sans la moindre hésitation. « Je l'aime, et avec votre bénédiction, j'aimerais passer le reste de ma vie à le lui prouver. » David Martin les étudia un long moment. C'était un homme qui lisait les gens mieux qu'il ne lisait les livres de droit. Il vit la vérité derrière l'histoire de couverture, l'ombre de la peur dans les yeux de sa fille, la dévotion féroce et protectrice dans le regard de Pierre. Il savait qu'il y avait plus, beaucoup plus, mais il savait aussi que c'était une histoire qu'il n'entendrait peut-être jamais. Et peut-être n'en avait-il pas besoin. Ce qu'il avait besoin de voir était juste devant lui. Un lent sourire se propagea sur son visage. « Pierre, mon ami, tu as toujours été un piètre menteur. » Il se leva, contourna le bureau et serra sa fille fort dans ses bras. « Sois heureuse, ma chérie, » murmura-t-il à son oreille. Puis il tendit la main à Pierre. « Mais si tu la blesses, dit-il, sa poignée ferme, oublie Roman Petrov. Tu auras affaire à moi. » Plus tard, sur la terrasse du penthouse de Pierre, Laure se tenait dans le vent de la nuit, sa veste sur ses épaules. « Il sait qu'on mentait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Bien sûr qu'il le sait, » répondit Pierre, l'enlaçant par derrière, son menton reposant sur son épaule. « Ton père est l'homme le plus intelligent que je connaisse. » Ils restèrent silencieux, regardant la ville qui avait failli les détruire. Ce n'était plus un paysage de pouvoir ou de danger. C'était juste la vue de chez eux. « La clause pénale, hein ?» dit-elle, une pointe de taquinerie dans la voix. Pierre la tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Non, tu n'as jamais été la pénalité, Laure. » Il l'embrassa doucement. « Tu as toujours été le prix. »